Donc il y a quelques années, Cech était transféré de Rennes à Chelsea. Euh, Tu arrives donc à Chelsea quelques années plus tard. Comment vit-on un tel changement, même si on entraîne toujours le même joueur? Alors, je suis pas, tout d'abord pour préciser, je ne suis pas arrivé en même temps que Petre, parce que Petre est arrivé en 2004 et je suis ici depuis 2007. Suite à l'éviction de José Mourinho en 2007, le club a demandé à Petre s'il désirait s'entraîner avec un entraîneur de gardien qu'il connaissait en particulier. Il a souhaité que nous retravaillions ensemble, donc j'ai reçu tout simplement un jour un texto me demandant si j'étais intéressé pour venir à Chelsea. Bon, c'était bien sympathique. Ma foi, j'ai donné le téléphone à mon épouse pour être sûr que je ne me trompais pas. Et elle me dit non, c'est bien ça. Donc après, il y a tout un cheminement, parce qu'il faut quitter en milieu de saison, j'aime pas trop ça, un club dans lequel on travaille depuis un certain temps, et puis c'est aussi une histoire humaine, hein, une histoire familiale, donc mon épouse m'a dit, écoute, faut pas hésiter, il faut y aller, et puis le club de Rennes s'est montré extrêmement compréhensif et constructif pour permettre ce changement. Donc voilà, je suis arrivé à Chelsea en novembre 2007, et je retrouve Petre qui était toujours le même, qui n'avait pas changé, et je peux dire que l'adaptation a été favorisée par le fait qu'il soit là, bien évidemment. En club, tu entraînes deux gardiens, Cech et Courtois, qui sont parmi les meilleurs gardiens du monde. Est-ce que c'est un bonheur ou est-ce que c'est une situation qui est difficile à gérer? Je pense que pour un entraîneur de gardien, entraîner deux garçons comme ça en même temps, ce n'est tout d'abord que du bonheur. Après, il y a des faits qui font qu'il y a aussi des difficultés qui apparaissent, parce que quand on s'appelle Petr Cech et qu'on est depuis 14 ans titulaire dans tous les clubs où l'on passe et considéré comme l'un des meilleurs au poste, il est évident que la décision du club, surtout du manager, de faire venir plus tôt que prévu Thibaut Courtois, laisse apparaître au fur et à mesure de la saison un sentiment de frustration important, parce que Petr Cech est toujours au sommet de sa forme, avec moins de temps de jeu certes, mais il est toujours un immense gardien. Mais il y a une décision de club, et donc on peut dire qu'on a aussi la chance, que le club a la chance, que j'ai la chance en tant qu'entraîneur des gardiens, d'avoir affaire à un garçon comme Petre, qui a des valeurs, qui ne fera jamais passer, tout au moins ouvertement, ses avantages, son intérêt personnel avant le club. Donc je pense que personne n'a entendu Petre critiquer quoi que ce soit du club, si ce n'est qu'il ait dit qu'il ne souhaitait pas revivre une deuxième saison sur un banc de touche, mais il n'a jamais émis la moindre critique, que ce soit vis-à-vis de l'entraîneur, que ce soit vis-à-vis du club. Donc ça n'engendre pas de difficultés au niveau des entraînements, c'est quelqu'un qui même aide Thibaut Courtois. Donc c'est ce qui est remarquable. Quand nous discutons, quand nous faisons nos réunions de gardiens avant les matchs, je demande toujours aux gardiens, ils ont tous leurs vidéos bien sûr, et on fait un bilan tous ensemble. Et Petre dit à Thibaut, attention, celui-ci je le connais bien, il fait ci, il fait ça. Donc c'est extrêmement constructif. Maintenant, ça ne peut pas durer plus d'une saison. Cech et Courtois sont francophones. Dans quelle langue travaillez-vous? En français, en anglais? On travaille en anglais parce que le troisième gardien est anglais. Celui qui était ici avant, jusqu'au mois de janvier, qui était Mark Schwarzer, parlait anglais lui aussi. C'est un Australien. Et puis le troisième actuellement, c'est Jamal Blackman, qui est un pur anglais, originaire des Barbades. Donc on fait en anglais, dans un langage qui est quand même un petit peu répétitif, donc c'est ce qui peut me faciliter la tâche. Il est évident que lorsque je ne me retrouve qu'avec Petre ou qu'avec Thibaut, ou simplement avec les deux, ça se fait en français, parce qu'il y a plus de finesse dans les corrections techniques, il y a un peu plus de vocabulaire. Mais globalement, le problème, c'est que quand j'ai pris quelques cours d'anglais, entre ce que m'enseignaient les deux professeurs d'anglais que j'ai pu avoir et ce que j'entendais sur le terrain, il y avait des différences notoires. Parce que je pense que les cours d'anglais que je prenais étaient un petit peu trop littéraires et étaient moins adaptés au langage de terrain que nous pouvons utiliser au quotidien. Donc ça se fait en anglais et tout le monde comprend. Il y a même certains mots français que j'ai imposés. Le gardien de but est-il un joueur solitaire? Je dirais que de par les obligations et de par le règlement, il y a quelques aspects qui nous font penser que c'est un joueur solitaire. Mais je refuse avec force le fait d'isoler le gardien des autres.
Pourquoi? Parce que je pense que le gardien est simplement un joueur de champ qui a le droit d'utiliser ses mains. Et ceci pour mettre en avant que le gardien ne doit pas être, comme on appelle ici, un shot stopper, quelqu'un qui va rester dans ses 5,50 ou sur sa ligne pour arrêter les ballons. Le gardien de but, c'est un joueur de foot. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est un joueur de foot qui doit comprendre le jeu, qui doit savoir jouer avec ses pieds comme un joueur de terrain, qui doit influencer l'adversaire, qui doit influencer ses partenaires. Donc c'est un joueur de football avec deux mains, et à ce titre-là, je veux pas moi ça ne m'intéresse pas de l'isoler du reste, donc de lui créer une certaine solitude au niveau du poste. Le gardien de but, c'est quelqu'un... Aujourd'hui, le gardien de but moderne, il y en a qui n'aiment pas cette comparaison, je trouve qu'elle est bien, on visualise bien, enfin en tout cas le message, c'est que c'est une espèce de libéraux. C'est une espèce de libéraux, et qui lui, dans sa partie délimitée qui est la surface de réparation, va pouvoir utiliser ses mains. Mais rien ne l'empêche de dépasser ces limites-là, et tactiquement d'avoir une influence très importante. Est-ce que ce n'est pas la modification de la règle il y a une vingtaine d'années qui a induit ce changement de comportement? Il y a certainement des raisons que l'on peut trouver avec cette modification de règle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout le fait que pourquoi se limiter à utiliser 10 joueurs alors qu'on en a 11? Le gardien de but, c'est un joueur de football. Alors c'est vrai qu'avant, par rapport à l'histoire du poste de gardien, on a toujours dit que celui qui allait dans le but, c'est celui qui était le moins bon avec les pieds, ou le petit gros, ou celui qui remplaçait de façon temporaire un gardien qui était absent. Aujourd'hui, dans la recherche de la formation du gardien, l'apprentissage qu'on peut mettre en œuvre, je pense qu'il faut, il faut mettre en avant le fait que le gardien n'est pas simplement quelqu'un qui a des mains, c'est quelqu'un qui va aussi savoir, qui doit avoir la même lecture presque qu'un milieu de terrain. Sauf que le milieu de terrain, lui, ça vient dans tous les sens. Un gardien de but, c'est surtout devant lui, sur le côté. Mais je pense que c'est plus une évolution tactique. Et puis il y a des entraîneurs qui ont bien compris ça, et je dirais que le premier d'entre eux, les premiers qui m'ont enseigné ça, et c'est peut-être ma formation qui m'a donné cette envie d'aller beaucoup plus loin dans cette modernisation entre guillemets du poste de gardien, c'est les entraîneurs que j'ai connus à Nantes, qui étaient Reynald Denouex et Jean-Claude Soudot. Et c'est vrai qu'on mettait tellement souvent les gardiens dans les jeux de possession, dans les jeux de conservation, on voulait, et Coco et Reynald m'ont énormément influencé sur le fait justement que le gardien était un joueur de champ. Et maintenant, on a des joueurs, on a un entraîneur qui est quand même particulièrement reconnu pour ça, c'est Pep Guardiola. Et on voit l'évolution d'ailleurs qu'a suivi un Neuer entre l'arrivée de Pep Guardiola et maintenant. Neuer, alors c'est vrai qu'il y a eu des matchs qui ont été extrêmement médiatisés sur le fait que Neuer gérait la profondeur, anticipait les passes dans la profondeur. Nous, ça fait 10 ans que... J'aurais d'ailleurs quelques anecdotes par rapport à Petre à raconter pour faire comprendre comment on essaye de faire ressentir au gardien ce rôle-là. Mais en Angleterre, on a encore énormément de shot stoppers. Et c'est ce qui fait qu'on pense que les gardiens anglais sont mauvais. Alors, ils ne sont pas tous très bons, les gardiens purement anglais, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gardiens étrangers. Mais même chez les gardiens étrangers, et je regarde tous les championnats d'Europe, on voit encore beaucoup de gardiens qui sont insuffisamment dans l'anticipation, dans la gestion des espaces, et qui sont plus dans un rôle de pompier de service. C'est dans ce sens que le gardien de but peut influencer le jeu? Ah oui, ça j'en suis intimement persuadé. Et il suffit d'analyser des matchs par l'intermédiaire de la vidéo, de regarder les adversaires que l'on va rencontrer pour voir l'influence ou pas que va avoir le gardien. Le gardien peut influencer le jeu dans le jeu, bien évidemment, par sa position. Alors, aujourd'hui, je parle de ça, et il y a 8 jours, on a pris un but de 62 mètres par le joueur de Stoke City, Adam, parce que Thibaut était totalement dans l'anticipation, mais il avait bloqué son anticipation sur un seul fait qui pouvait se passer, et non pas sur deux. Il savait que Adam avait une super patte gauche, et je lui avais dit, connaissant l'entraîneur, le gardien de but de Stoke, Begovic, je lui avais dit que Adam à l'entraînement, il adorait essayer de lober le gardien, d'accord, et qu'il a essayé contre Petre dans les années précédentes. Thibaut, c'est un peu trop, et je ne peux pas lui en faire le reproche, parce que c'est un but
Alors on a gagné déjà, donc c'est pas un but qui nous a fait trop de mal. Mais c'est un but qui a fait grandir Thibaut, tactiquement. Pourquoi? Parce que quand, à un moment donné, ce fameux Adam reçoit le ballon, d'une part, il n'est pas pressé, mais ça, Thibaut doit immédiatement le comprendre, qu'il n'est pas pressé, qu'il a de l'espace. Et donc, je ne suis pas pressé, il n'est pas pressé, il a de l'espace, il peut tenter. Or, Thibaut reste sur simplement la possibilité pour Adam de faire une passe en profondeur sur l'attaquant de Stoke. Et donc, il est sur une position qui va répondre à cette possible situation. Mais il n'est pas du tout dans la situation où l'autre peut tenter le lob. Et là, l'autre met un magnifique coup de pied qui réussira peut-être une fois sur 10, mais il le met, et magnifiquement. Il aurait suffi à Thibaut de commencer à reculer au moment où le joueur reçoit le ballon pour dire tiens, attention, il y a une menace directe sur mon but, je reste dans l'anticipation de la passe en profondeur, mais je me dois déjà d'anticiper une tentative de lob, et il ne le fait pas. Et s'il le fait un tout petit peu avant, il le sort ce ballon, parce qu'il le touche. Voilà, donc, à la rigueur, j'ai bien aimé ce but, qui pour le gardien est difficile à digérer, parce que ça fait le buzz, parce qu'après il y a des critiques qui sont mises, mais c'est pas grave, on doit avancer. Donc le rôle du gardien, en effet, là il a influencé à l'avantage de l'autre, malheureusement, mais en Angleterre notamment, quand on voit la qualité des centres, quand on voit la qualité du jeu aérien, des attaquants, des milieux qui percutent, enfin qui viennent dans la surface de réparation, le gardien, par son positionnement, peut montrer à l'adversaire, ne la mets pas là, parce que je vais y être. Sur les coups de pied arrêtés, c'est encore plus visible, plus éloquent. On a travaillé beaucoup sur ça, et l'un des premiers à être surpris, c'était Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, quand il est arrivé ici, on lui a proposé, on avait essayé déjà de discuter avec les entraîneurs qui avaient précédé Carlo. Il y en a qui ont tout de suite été réceptifs, comme Avram Grant, dans la saison 2007-2008. Scolari, on parlait à une porte qui était un petit peu fermée, donc il était resté sur ses principes brésiliens, à mon avis inadaptés par rapport au football anglais. Et Gusidine qui était entièrement d'accord avec ce que nous mettait en place, à savoir jouer très haut sur les coups de pied arrêtés, tout dépend bien sûr de la position du coup de pied arrêté, mais jouer très haut avec une ligne défensive assez haute pour libérer l'espace pour le gardien, pour que le gardien puisse intervenir. Quand vous avez un gardien qui fait 1m97, qui est rapide, qui a une très bonne lecture, une très bonne appréciation des trajectoires, mettez-vous à la place de celui qui va tirer un coup franc latéral. Je la mets. Si je la mets dans le dos de la défense, c'est pour le gardien. Si je la mets sur cette ligne défensive, on va jouer éventuellement un deuxième ballon, mais ça va être difficile. Donc là, il y a une réelle influence du poste, du gardien de but, sur la décision que va prendre celui qui fait le coup franc. Un autre exemple très rapide. Vous avez tous vu en France, je suppose, les touches longues de Stoke City il y a 3 ou 4 ans, qui étaient faites par un certain Delap, et qui mettaient des touches, c'était pire que des centres. C'était un ballon, trajectoire rectiligne, qui arrivait juste au-dessus des têtes, c'était une fusée. Voilà. Et tous les gardiens, quand j'ai vu ces images, tous les gardiens étaient à leur premier poteau, dans les 5,50, et lui mettait un ballon qui arrivait à l'angle des 5,50, qui était repris, qui était dévié, etc. Et ils marquaient une moyenne de entre 8 et 12 buts par saison sur ces touches-là. C'était quand même fort, très très fort. Et là je dis à Petre, et j'en parle à Carlo, je lui dis voilà, on doit essayer ça, Petre se met à l'angle des 5,50. Même, je me montre, je suis là, mais si tu la mets là, je vais la prendre. Le fameux Delap, la première, il l'a mise, Petre il l'a boxé. La deuxième, il l'a remise, parce qu'il n'avait pas forcément vu le truc. Petre bloque, toutes les autres. Point de pénalty ou au-delà. Donc là, l'influence du gardien sur ce type de situation. Le jeu anglais, s'il existe encore, a-t-il des conséquences sur le jeu du gardien de but? On vient d'en parler un petit peu. Le jeu anglais, ce n'est plus le fameux kick and rush qu'on a pu connaître, mais aujourd'hui, on parle à la suite d'un match qui a été joué par Chelsea à Queen's Park Rangers, et hier, on avait une équipe très continentale contre une équipe beaucoup plus anglaise, avec aussi des étrangers, mais beaucoup plus de joueurs britanniques, et on a vu un match assez anglais, que ce soit dans l'agressivité, que ce soit dans les longs ballons. Je pense qu'il y a certains spectateurs qui peuvent attraper mal au cou avec les longs ballons qui se succédaient. Il reste le jeu anglais, même si c'est moins, parce qu'il y a eu l'apport et l'influence des différents entraîneurs étrangers, notamment continentaux, qui apportent un peu plus de jeu. Je pense à Martinez à Everton, qui avait aussi travaillé à Swansea, que ce soit Pellegrini à Manchester City, Arsène Wenger à Arsenal, bien évidemment, c'est le premier grand exemple qui a commencé à changer
les données du football anglais. Bien sûr Mourinho, même si c'est pas forcément toujours très éloigné du style anglais, il y a une influence importante. Maintenant, il y a quelque chose qui restera, je pense, tout le temps dans la culture anglaise, c'est la qualité des centres et la qualité des reprises. Là, il y a une densité qui est rare. Et pour nous gardiens, pour les gardiens et pour les entraîneurs de gardiens, il y a matière à travailler. Donc ça a une influence sur les entraînements, ça a une influence sur les analyses vidéo que l'on fait. Et là, c'est parce qu'il y a des joueurs qui ne viennent pas pour jouer le ballon sur certains coups de pied arrêtés, par exemple, ils viennent pour s'occuper du gardien. Ils viennent, il y en a deux. Moi j'en ai vu parfois, quand on jouait à l'époque, ils sont en deuxième division maintenant, mais contre Bolton ou Blackburn, ils venaient à deux. Il y en avait un qui prenait à cette hauteur-là en général, et puis l'autre qui prenait au niveau de la jambe d'appui. Donc il faut être costaud. Donc ça veut dire que c'est une influence sur quoi? Ça a une influence, on va parler d'abord de la partie physique. Il faut être grand, il faut être costaud. Mais qui veut dire grand et costaud ne veut pas dire lent, systématiquement. Moi je suis partisan des grands gardiens. Aujourd'hui, la taille minimum pour moi en première ligue, c'est 1m95. Mais avec les qualités de vitesse et d'explosivité. Si vous avez un grand gardien qui fait 1m95 mais qui est un tracteur, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc la sélection, elle doit se faire sur ces deux critères-là. Et à Chelsea, nous avons la chance d'avoir Petr Cech, Thibaut Courtois, qui sont à 1m97 et 1m99. Et le troisième, qui est un jeune anglais qui fait 2m01. Mais ils ont des qualités d'explosivité, de grosses qualités, on les a testés, c'est remarquable. Donc il y a cette influence, il y a le jeu, il faut donc répondre à cette culture anglaise sur un plan physique, sur un plan technique. C'est vrai qu'il faut faire des bons choix techniques au bon moment, il y a des fois on peut capter, il y a des fois on ne peut pas capter, on sait qu'on va proposer. Voilà. Et puis il y a aussi ces fameux deuxième ballons en Angleterre, parce que c'est la guerre dans la surface. Et je peux regarder plein de championnats en Europe, je ne retrouve pas cet équivalent. Et on le voit en Champions League notamment. Donc il faut être sur les deuxièmes ballons. On a fait un énorme travail de recherche, enfin, moi j'ai fait un énorme travail de recherche sur la qualité de la déviation. Pour éviter le plus possible de dévier un ballon dans des zones où risque de se trouver l'adversaire. Et qu'on ait au dernier moment cette capacité technique de dévier le ballon non pas là, mais là, donc avec une orientation des mains. Donc on arrive à parler de la vision centrale et la vision périphérique, qu'on peut aussi appeler la conscience périphérique. Savoir avoir toujours des informations visuellement pour adapter sa technique. Ça c'est primordial. Donc je travaille beaucoup avec un ophtalmo. Et puis sur l'aspect tactique, on en a parlé avant, c'est essayer d'agrandir sa zone d'intervention pour influencer l'adversaire. Ce travail-là, on le fait difficilement à l'entraînement, c'est plus un travail qu'on fait pas sur vidéo. Dans la connaissance de l'adversaire et puis dans l'analyse des matchs que l'on a fait. Voilà, tu aurais pu être là, tu aurais plus influencé, peut-être qu'il aurait moins cherché à mettre le ballon à cet endroit-là. Et puis mentalement, il faut être très solide. Si on doit résumer, quelles sont les 2 ou 3 grandes évolutions qu'on a constatées dans la préparation des gardiens au cours de ces dernières années? Alors après, est-ce qu'on parle... en général, je pense que la première des évolutions, c'est celle que nous avons évoquée tout à l'heure, où on a affaire à un gardien. De plus en plus, on a affaire à un gardien qui est plus à l'aise avec ses pieds. Un gardien qui va être beaucoup moins le pompier de service. On avait aussi une évolution par rapport à l'évolution des ballons. Je pense qu'avant on captait plus, et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Un ballon sur 15 mètres peut changer 2 fois de trajectoire. Je l'ai vu. Ils font des ballons maintenant qui accélèrent sur la deuxième partie de la trajectoire. C'est assez affolant. Les ballons Adidas par exemple, même NAC, mais surtout Adidas, je ne sais pas si on peut parler de marque, mais quand ils sont frappés, à peu près à 50% de la trajectoire, le ballon a été très compressé au moment de la frappe, et il retrouve sa forme initiale. Alors, quand je parle, c'est pas forcément visible à l'œil nu, et on voit qu'il y a une accélération. Et là, les gardiens, des fois, j'entends les commentateurs, « Oh, quelle faute de main du gardien !» Et le problème, c'est que vous avez le ballon qui a fait ça, et le mec, il est parti là, et il essaie de rétablir, et c'est imprévisible. Et là, cette année, j'ai acheté une machine à lancer des ballons qui me redonne ces effets-là, et des fois multipliés par 2. Donc, on fait des séquences comme ça, qui sont très ludiques, avec des ballons qui vont flotter de façon... Donc, ça nous amène à quoi? Donc ça, c'est une évolution importante. Ça nous amène à quoi? C'est rester le plus longtemps possible dans une position qui va nous permettre, et en étant suffisamment relaxé, pour ne pas avoir de blocage musculaire, mentaux, etc., et pour pouvoir réagir au dernier moment. Parce que si le garçon il est comme ça, il est en train d'attendre le ballon de façon crispée, le risque d'erreur est important.
Donc je reste, et on a un super exemple contre, ça c'est Thibaut Courtois, avec la Belgique, contre Israël. Il a un ballon qui change 3 fois de trajectoire sur une frappe. 3 fois. Et à un moment donné, il commence à partir sur le côté, mais on sent que son bras, c'est le bras gauche, le bras droit. On sent que le bras droit reste prêt, parce qu'il, consciemment ou inconsciemment, il sent qu'il va se passer quelque chose. Et il commence à pousser, il pousse vers la gauche, le ballon change, et il emmène le bras droit sur la trajectoire. Et il a dévie magnifiquement. Voilà. Ça, c'est des évolutions aussi qu'il faut prendre en compte. Actuellement, la composante la plus importante de l'entraînement, le physique, le mental, la technique, la vidéo? Ça dépend des gardiens, ça dépend de l'âge des gardiens dont on s'occupe aussi, parce qu'il y a une différence entre la formation, les gardiens qui sont déjà au haut niveau, quel que soit le championnat. Je pense que la vidéo, que ce soit dans l'analyse d'une performance ou que ce soit dans l'apprentissage, la vidéo est un élément qui aujourd'hui me paraît fondamental pour montrer. Parce qu'on est toujours, quand on est dans la correction, on transmet un message on sait très bien que ce message va être déformé, même s'il doit arriver chez le gardien. La vidéo, c'est la vérité, c'est le miroir. Donc on ne peut pas contredire une vidéo, c'est pas possible. Donc, que ce soit dans l'apprentissage technique, sur des mouvements analytiques, sur des mouvements de déplacement, sur de la coordination, sur une qualité d'impulsion, la vidéo, voilà, tu as fait ci, tu as fait ça, et ça serait bien ça serait bien d'améliorer ça. Sur la performance, ça me paraît évident, et pas qu'au niveau du poste de gardien d'ailleurs. Moi, tous les matchs des gardiens de Chelsea sont analysés, ça prend beaucoup de temps, mais c'est analysé, disséqué, avec une sélection d'images, et on va prendre le temps de pas tout revoir, parce que avec les gardiens qui sont avec nous actuellement, il y a quand même une certaine qualité, donc on ne voit pas tout, on va jouer sur des détails. Parfois on va jouer sur une faute, pourquoi la faute a été faite. Parfois on va prendre des images qui vont confirmer le bien fondé de ce qu'on pensait, voilà, c'est ça, on est là, c'est bien. Quand on a revu l'image du but de Adam, Thibaut il a dit ouais ok, ça y est, j'ai compris, oui, je me suis focalisé sur une chose, j'ai oublié autre chose, ça m'a coûté, oui, c'est comme ça. Donc la vidéo ça me paraît fondamental, mais la vidéo sert à travailler ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la technique, à savoir la tactique, bien évidemment. Après l'aspect physique c'est très important, ça me paraît, les qualités du gardien sont des qualités qui ne sont pas identiques à celles du joueur. On ne va pas faire courir un gardien des heures et des heures, ça ne sert absolument à rien. On va travailler surtout sur les qualités d'explosivité. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, il y a une grande littérature dessus, il y a des évolutions. Il y a des choses, en termes physiques, je pense, pour l'avoir pratiqué et pour essayer d'avancer encore dans ce domaine, il y a 2 choses qui me paraissent importantes. Il y a les qualités naturelles, donc la taille, les qualités de vitesse naturelle, ce pas des choses qui s'améliorent facilement. Et puis il y a tout ce qui va être maîtrise de son corps. Et là, je pense que je le faisais à Rennes, je le faisais à Nantes bien avant, mais les précurseurs, c'est un grand monsieur du football français qui était monsieur Puybarreau. Okay, et ce monsieur Puybarreau, il a eu un jour l'idée d'utiliser le trampoline. Et là, je pense que c'est l'idée géniale, qui n'est vraisemblablement pas assez utilisée. Je me bats ici, j'ai trouvé des trampolines autour de son entraînement, je n'ai pas encore commencé, notamment pour les jeunes. On dit souvent que passer un certain âge, ça ne sert plus à rien. Comme si on ne pouvait pas apprendre l'anglais à 45 ans. Donc ça, il faut arrêter aussi avec ça. Je pense que si je pouvais trouver, et si j'ai un entraîneur qui est d'accord avec ça, faire du trampoline à des gardiens de 25 ans, moi, ça ne me dérange absolument pas, parce qu'on peut apporter. Donc le trampoline, et puis bien sûr toute cette gamme d'exercices qui va permettre de développer l'explosivité. Et là, je vais parler de pliométrie, forcément. Je vais parler de travail avec des élastiques et des équipements très très intéressants qui permettent de travailler tous les mouvements du gardien avec tous les membres rattachés à des câbles, des élastiques. On peut travailler sur l'explosion, sur la vitesse gestuelle. Donc ça me paraît absolument fondamental. Sur l'aspect technique, l'évolution, c'est mettez le plus possible les gardiens dans les jeux de conservation, dans les jeux au pied. Et je dirais même chez les jeunes, si un jour je dois revenir ou réentraîner des jeunes, il faudra se mettre d'accord avec le club, mais souvent quand on travaille dans des clubs pro, forcément les équipes de jeunes, elles ont un certain avantage. Les scores sont souvent fleuves quand on fait des plateaux ou quoi que ce soit. Moi je mettrais les gardiens de but dans le champ
À partir du moment où, pour faire accepter le fait qu'on peut justifier ce changement, moi je mettrais volontairement un gardien de but défenseur central, un gardien de but attaquant, et je mettrais un défenseur central dans le but pour qu'il joue, pour qu'il comprenne mieux. Et le défenseur central, il pourrait comprendre les impératifs du gardien, et l'inverse se ferait aussi. Voilà, donc techniquement, le gardien de but doit être très complet. Il ne faut pas qu'on s'arrête à... Comme ici en Angleterre, c'est le problème de la formation, c'est que le gardien de but, on lui envoie des ballons, on lui demande de les arrêter, mais peu importe comment. Il y a quand même des bases à donner, il y a un travail de formation que fait très bien la France en tout cas. Il faut aller au-delà après, et le au-delà, c'est sur l'aspect tactique, dont on a parlé tout à l'heure, à savoir faire jouer haut le gardien, lui permet de comprendre le jeu, lui permet d'avoir cette influence à la fois sur ses partenaires et ses adversaires. Donc ça me paraît, c'est peut-être beaucoup de choses, mais c'est l'évolution. Des 10 dernières années, oui, il y a des choses qui font partie de ces 10 dernières années, et puis encore énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire dans les différentes parties évoquées. Quels sont les apports scientifiques les plus récents que tu réinvestis quotidiennement? Alors, j'essaie de beaucoup lire en tout cas, et puis de faire appel à des compétences. Des compétences que je n'ai absolument pas, ne serait-ce que pour le trampoline par exemple. Moi je n'ai jamais fait de trampoline avec des gardiens seul. Jamais. Parce que je ne me sens pas compétent pour corriger un gardien de but, pour lui dire ton épaule droite elle n'a pas emmené l'épaule gauche, non, ça c'est tellement précis. Donc quand on a la chance de pouvoir faire appel à des compétences, faisons-le. Au niveau des avancées scientifiques, j'ai la chance ici de travailler avec un ophtalmologiste français qui a une clinique de recherche à Londres. Et nous travaillons, je l'ai rencontré très très rapidement lorsque je suis arrivé, et on travaille sur la vision centrale et sur la conscience périphérique. Donc on travaille avec plein de choses, on a fait évoluer, on essaye d'établir au fur et à mesure des années une stratégie visuelle du gardien. D'accord ? Parce que le gardien, il doit savoir ce qui se passe là, mais il doit savoir aussi ce qui se passe là sans forcément tourner la tête. Donc on travaille sur des tests précis, en collaboration avec une société australienne. C'est un immense tableau, enfin un immense, non, oui, il y a simplement 80 petites diodes lumineuses qui sont enfermées dans qui sont délimitées par des petits carrés. Et donc on va travailler sur... pour éteindre ces lumières, il faut taper sur le tableau, c'est simple, d'accord. Et donc on va travailler sur la vitesse de réaction, mais à un moment donné, ce tableau nous laisse la possibilité aussi d'avoir des lumières qui s'allument sur le côté. Et l'objectif, c'est de tourner la tête le moins possible, c'est de bouger son corps le moins possible pour ne pas être pollué. D'accord ? Donc, on va travailler sur ce qu'on va appeler aussi le go-no-go. C'est un jeu qu'on a inventé, qu'on a proposé aux Australiens, ça leur a plu. À savoir que des lumières s'allument, il faut en éteindre qu'une. Voilà, par exemple, vous jouez contre Manchester United samedi prochain. On va faire apparaître des lumières, des bleus, des rouges. Les bleus, on ne les touche pas. Les rouges, il faut les éteindre. Donc, dès que le bleu apparaît, les premières fois quand vous faites ce genre d'exercice, le bleu apparaît, non, il ne faut pas que j'y aille, le rouge tac. Donc on travaille sur différents périmètres, sur différents espaces. On y ajoute aussi alors, ça peut ne pas paraître forcément scientifique, mais on analyse tous les résultats. Et on s'aperçoit à un moment donné que le côté droit d'un gardien peut être moins réactif que le côté gauche d'un gardien. Donc il peut y avoir un rapport avec le directeur, et moi je m'en sers après sur le terrain. Je peux par exemple optimiser un exercice avec un départ de ballon sur la gauche du gardien, parce que je sais que de ce côté-là, c'est un petit peu plus lent. D'accord ? Donc on va se servir de ces tests-là, et puis on se sert aussi de robots de tennis de table, avec des balles de toutes les couleurs, avec des réactions, avec des jeux de coordination collective, parce qu'on s'est aperçu qu'on essaie d'apporter du trouble. Tout n'est pas facilement mesurable, mais les gars prennent du plaisir. Les gars prennent énormément de plaisir, et des fois on mélange tout. On mélange à la fois le fameux écran australien avec des robots de tennis de table. Donc par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a mis en place un exercice où le gars doit éteindre, donc ça fait à peu près 6 x 6, ça fait 36 lumières qui peuvent apparaître devant lui, mais en même temps il y a des robots qui sont derrière l'écran qui envoient des balles. Et lui, il est concentré visuellement et de façon centrale sur ce qui se passe devant lui, donc l'action, le ballon, et à un moment donné, le ballon peut être dévié. Et d'un coup, il y a une balle de tennis qui arrive, mais aussi on met ce qu'on appelle un random, un envoi de ballon aléatoire, et là, il faut qu'il aille chercher, quoi. Il faut qu'il aille chercher. Voilà, on met plein de choses en place comme ça. Ça intéresse même aujourd'hui,
une écurie de Formule 1 qui a ses bureaux pas très très loin de son entraînement, ça les intéresse pour leurs pilotes. Il faut qu'on soit... La crainte que j'ai, c'est de rentrer trop dans la... C'est bien de rentrer dans l'analyse, mais je ne veux pas y rentrer de trop non plus parce que je ne sais pas si nous allons avoir la capacité à bien gérer toutes ces informations. Donc je vois qu'il y a des conséquences. On peut voir qu'il y a des conséquences de ce travail. Maintenant, c'est pas facile de... Il faut faire attention, on s'aventure. Parce que c'est bien de vouloir faire des choses nouvelles, il ne faut pas que ça se fasse simplement non plus parce que c'est nouveau. Voilà. Et puis autrement, je vous parlais au niveau de la pliométrie, ouais, très à l'écoute au niveau de certaines nouvelles techniques de pliométrie, de travail pliométrique, de travail avec des bandes élastiques par exemple, que ce soit du développé couché, des squats, on va travailler sur des choses et on teste. Et ce qui me plaît bien, c'est que là par contre on peut tester et voir les effets. Il n'y a pas longtemps par exemple, l'an dernier, nous avons fait des tests, j'ai mis en place avec un garçon très compétent, on a mis en place des tests, on a mis en place 5 tests et on s'est dit voilà, à partir de ces 5 tests-là, on voit les caractéristiques de nos gardiens et on va faire un cycle d'1 mois et demi, qui a duré presque 2 mois, un cycle très très ciblé, très très individualisé du travail. On a refait les tests après 2 mois, la moyenne de progression de chaque gardien, la moyenne de progression de l'ensemble des gardiens, pardon, était entre 3,5 et 5% sur les qualités de détente, ce qui est énorme. Voilà, donc ça nous dit, voilà, on va encore aller plus loin dans l'individualisation, pas forcément avec des exercices différents pour chaque gardien, mais simplement avec une hauteur de banc différente, simplement avec une répétition plus importante pour tel ou tel exercice, plus un travail de mollet, plus un travail de cuisse, plus un travail avec excentrique, etc. Donc on essaye d'aller dans ce sens-là. Maintenant, voilà, il faut rester, il faut dominer tout ce qu'on veut mettre en place, il ne faut pas se laisser dominer. Ce qui tendrait à dire que les Britanniques sont plus enclins que les Français à utiliser les avancées scientifiques. J'ai l'impression, alors même si là les Britanniques n'ont pas grand chose à voir avec ce que je viens de dire, mais par rapport à ce que je vois dans les staffs des équipes adverses, où je vois beaucoup d'ordinateurs, j'essaie de regarder toujours quand on va jouer à l'extérieur, et toujours on traverse des couloirs pour aller au vestiaire, et je regarde autour de moi et je vois des bureaux avec comment dirais-je, c'est pas des bureaux administratifs, hein, c'est vraiment des bureaux consacrés au staff technique, et ça commence à être, ça se développe quoi. J'ai l'impression que, et on reçoit tous ici des invitations pour aller à des colloques, etc. Et on sent le besoin d'information, on voit beaucoup de déplacements d'équipes spécialisées qui viennent des USA et qui viennent faire des séminaires en Angleterre. Après, tout va dépendre aussi du manager que vous allez avoir. Il y en a qui vont rester sur un chemin qu'ils connaissent depuis un certain temps. Un garçon, par exemple, comme Sam Allardyce, l'entraîneur de West Ham, il a été joueur en 2e division américaine il y a un certain temps. Mais il est revenu avec une batterie d'idées. Tant sur la préparation physique que sur les statistiques dont il s'est servi pour les coups de pied arrêtés. Il a beaucoup observé ce qui se passait au niveau des sports américains, le football américain, le hockey sur glace. Et il a voulu s'en servir, il a dit voilà, je vous amène des informations dans les clubs où il a été, quasiment tous les clubs. Hein. Et un des garçons avec qui j'en ai parlé, c'est Nicolas Anelka, qui a travaillé, je pense, à Bolton. Et il avait demandé à des gens d'essayer d'interpréter tout ce qu'il avait vu et de s'en servir pour mettre en place des choses. Donc, en effet, j'ai l'impression qu'il y a une évolution vers la recherche ici en Angleterre. Je ne me permettrai pas de parler pour la France parce que j'ai quitté il y a 8 ans. Moi j'ai travaillé en France avec des gens qui ont été extrêmement compétents, qui m'ont énormément apporté. Je pense notamment à Reynald Denoix en termes de préparation physique et le docteur Briand, Fabrice Briand à Nantes. Nous on travaillait il y a très très longtemps, dans les années 80, très longtemps. Certes au siècle dernier, mais dans les années 90, on travaillait avec le CHU de Nantes. On avait créé avec Fabrice un protocole de préparation physique pour les gardiens de but, à base d'un intermittent spécifique. On a fait des erreurs monumentales, on peut se permettre de dire aujourd'hui on a fait des choses qu'on ne referait pas aujourd'hui, des choses que j'ai faites avec Mika Landreau, il n'en est pas mort, au contraire, mais on a fait des choses, des intermittents spécifiques que je ferais. Mais je ne ferais même pas ça 5 minutes avec les gardiens d'aujourd'hui. Mais on a cherché, avec les laborantins du CHU de Nantes, on a cherché petit à petit, on a affiné.
Et puis ça peut encore continuer à s'affiner parce qu'on avance encore dans le niveau de connaissance. Mais donc ça fait donc presque 20 ans, 25 ans. À Nantes, on était déjà dans la recherche parce qu'on voulait avancer, parce qu'on avait cette volonté. Donc est-ce que la France a continué dans ce sens-là? Je ne sais pas, en tout cas à Nantes c'était comme ça. Et à Rennes, j'avais des gars qui étaient assez intéressés par ça. Mais à Nantes c'était merveilleux, les années 90. Dernière question pour conclure. Qui décide de la titularisation du gardien à Chelsea? Il n'y en a qu'un. Il y a des entraîneurs. Alors à Chelsea, c'est José Mourinho, c'est tout à fait clair. C'est lui qui décide. Il peut consulter, il peut ne pas consulter. Voilà. Après, tout dépend des entraîneurs que vous avez. Je dirais que là, c'est le premier qui décide. Voilà. Les 7 autres que j'ai connus avant, c'était une décision collégiale qui suivait souvent le feeling des entraîneurs des gardiens. Mais c'était parce qu'il y avait des arguments. Mais après, je conçois tout à fait que ce soit le manager qui décide, ça ne me pose aucun problème. C'est bien quand c'est collégial quand même. Merci. C'était un plaisir.